Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro justement de Bien ici, bien chez vous. On est ici à Tours, dans un château magnifique, Château Belmont, un bel exemple de requalification immobilière. On est très heureux de partager ce moment avec vous. L'idée, les amis, comme on l'a fait précédemment à Lyon, à Biarritz et dans toutes les autres villes, nous sommes les saltimbanques de l'immobilier. On vous fait découvrir nos fabuleux territoires pour vous donner envie de venir ici à Tours visiter ce magnifique territoire. On est très heureux de vous recevoir. Et l'objectif, on s'était dit également, de vous faire parler, de faire parler ceux qui, tous les jours, réalisent les rêves des Français, c'est-à-dire d'accéder à la propriété, de trouver un logement, car le logement, c'est le premier marqueur social des Français, et vous savez très très bien de quoi je parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission ici à Tours. J'ai le plaisir d'accueillir Magali Martin. Salut Magali. Bonjour Sylvain. Comment tu vas Magali ? Très très bien, sous ce beau soleil, en ta compagnie, la compagnie des agents immobiliers présents ici. Alors mieux, ce serait de la gourmandise. Tu es juste radieuse, directrice nationale des ventes chez Bien ici. On va essayer de faire un petit tour justement du marché. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Quelles sont les tendances aujourd'hui à la vente comme à la location? Sur quel quartier miser? Faut-il rester en ville? Quelles sont les transformations en cours? Quels sont les enjeux immobiliers à Tours? Qui fait face justement, comme le reste des territoires, à une crise multifactorielle sans précédent? C'est ce qu'on va essayer de décrypter. On aura le plaisir tout à l'heure, Magali, de recevoir 4 invités. Et parmi ces invités, bien évidemment, on a surtout ceux qui, tous les jours, travaillent justement dans l'immobilier. Bien ici, bien chez vous, l'état du marché. On va faire le tour du marché maintenant. On a une masse d'informations, Magali, grâce aux données de Bien ici. En quelques mots, quelle est la tendance aujourd'hui ? Alors déjà, sur le marché transactionnel, on voit qu'il est freiné par la capacité finalement d'emprunt des acquéreurs. Alors, quelques éléments. On voit tout simplement qu'on a une offre qui est fortement remontée depuis 2022. Et sur l'Indre-et-Loire, en fait, elle est arrivée plus tardivement, à partir de 2023. Autre point marquant, c'est que Tours a fait figure d'exception parce que dès le moment du Covid, en fait, en 2021, on a eu un volume d'offres sur les maisons qui n'a cessé d'augmenter, donc avec des records en termes de transactions. Un point qui est important, c'est la tension immobilière, donc c'est le rapport entre l'offre et la demande qui nous permet de voir le nombre de contacts par annonce, et on est sur des retours à l'année 2019. Et puis dernier point, c'est le prix au mètre carré affiché sur Bien ici, qui est plutôt dans une tendance à la baisse, mais très légèrement. Juste pour vous donner un chiffre, on est à moins de 100 € sur les 18 derniers mois sur Tours, sur des biens en transaction. Ce qui est une baisse, on va dire, marginale si on compare à d'autres. Pourquoi les maisons? Est-ce que c'est le territoire qui fait qu'aujourd'hui, on a une appétence particulière sur les maisons? Complètement. On sent qu'il y a un mouvement en France. Complètement. En fait, on a... Pardon. Ouais, non, mais on a un mouvement en France qui veut des maisons, et on avait un gouvernement, je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel Vargon, qui disait « faut arrêter la maison individuelle, ces consommateurs de... » alors que les Français plébiscitent les maisons. Exactement. Alors, on est même sur un marché qui est inversé sur le secteur. C'est-à-dire qu'on a plutôt une offre, normalement, sur des appartements qui est plus forte que sur des maisons, et c'est complètement l'inverse. Alors, si on regarde plus particulièrement sur Tours, en fait, ce qu'on constate, entre 2019 et aujourd'hui, on a multiplié par 5 l'offre de maisons sur la région. D'accord ? Quand on regarde les appartements, on fait plus 50%. Donc d'offres sur ces appartements, et il y a une accélération sur les 2 dernières années puisqu'on a multiplié cette offre sur les appartements. Les 2 fois. C'est très significatif. C'est intéressant parce qu'on peut corréler ça à d'autres territoires justement où on a exactement le même mouvement. On va passer sur le marché locatif. Le marché locatif qui connaît une crise historique en France. Je rappelle 3 chiffres. Sur certains moteurs de recherche, la baisse du nombre d'annonces a atteint pratiquement 50%. On a 17% des personnes qui devaient arriver dans les grandes métropoles qui n'ont pas pu signer leur contrat de travail, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de logement. Et c'est 12% des étudiants en septembre 2023 qui ont renoncé à leurs études. C'est un vrai sujet. Oui. Comment ça se passe ici ? Alors, ici, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, 8 annonces sur 10 concernaient des biens alloués. On est passé à 3 annonces sur 10. Donc, on a une tension locative qui est extrêmement forte. En fait, juste sur Tours, on a multiplié par 12 le nombre de contacts par annonce sur les biens locatifs. Ah oui. Et cette baisse, on est d'accord qu'elle est
Elle s'explique essentiellement par la rotation, c'est-à-dire que les personnes restent dans leur logement. Exactement. Donc, et comme forcément on a une chute en volume de transactions, le marché se grippe. Exactement, le marché est grippé. Ouais, le marché est grippé. De la bouche. Est-ce que l'impact des taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt, peut aussi expliquer le fait que ce soit grippé, en grande partie aussi? Oui, aussi. D'accord. C'est un point qui est aussi important à identifier. On parlera tout d'ailleurs pour savoir justement si les porteurs de projets sont toujours revenus. Ouais. Parce qu'il semblerait quand même, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même, c'est qu'il semblerait que les vannes du crédit se soient réouvertes. Il paraît. Oui. Voilà. On voit quand même des tendances. On verra si ça se confirme. À Tours et alentour, un marché transactionnel qui a fortement évolué sur les 2 dernières années. Ça, vous l'avez dit. Si on compare aujourd'hui la région de Tours par rapport aux autres régions, est-ce qu'elle est toujours aussi attractive? Alors, c'est vrai que Tours bénéficie, cette région, d'un climat plutôt sympa, d'une proximité avec la métropole de Paris. On est quoi, porte à porte, 1 heure. Ouais, 1 heure. Hein. Vous êtes d'accord, public? À peu près, porte à porte, et quasiment à 1 heure. Bref, il y a toute l'attractivité d'une grande métropole sans en avoir les inconvénients. Oui. Est-ce que ça, c'est toujours aussi tendance ici? Oui, alors pareil, si on regarde sur Bien Ici, on fait plus 50% de demandes en 5 ans. Donc ça, c'est au niveau national. Et c'est les mêmes chiffres en fait, qu'on retrouve sur Tours. Si on parle de positivisme, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau en fait, de la région Centre-Val de Loire, mais aussi du département de l'Indre-et-Loire, on a multiplié par 2,5 le volume de demandes. Donc, il y a une vraie attractivité du coup de la région. D'accord. Et donc, vous avez rappelé donc, tout à l'heure que sur le locatif, le volume d'annonces a baissé de 60%? Oui. C'est ça, 60%? Oui, on a divisé par 5 en 5 ans. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Alors, si on compare au marché national, en fait, on voit une baisse sur le marché national également de l'offre locative, ce qui fait qu'on a une tension, pareil, qui a été multipliée par 6. Mais elle est encore plus importante, en fait, chez vous, dans le sens où elle a été, du coup, divisée par 5 et on a une tension locative qui est multipliée par 11 dans le département et par 12 sur la ville de Tours. Alors ça, je poserai la question aux régionaux de l'étape. C'est une galère pour se loger à Tours. Exactement. Alors, donc on ne trouve pas à se loger. On ne trouve pas à se loger et donc ça devient problématique. Peut-être 50% dossiers peut-être pour une annonce postée. Alors pour l'offre de biens à vendre, vous avez dit donc entre l'été 2022 et le printemps 2023, plus 65% en 5 ans sur Tours. Exactement. Donc ça c'est aussi un point qui est important parce que ça a un impact en fait sur la durée de diffusion des annonces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qu'en moyenne on est sur 92 jours sur la diffusion en fait d'une maison et 84 jours sur un appartement. Donc mécaniquement, ça implique aussi une certaine forme d'angoisse, on en parlait tout à l'heure, auprès des vendeurs et puis aussi auprès des négociateurs. On va revenir sur la transaction, c'est la typologie, on est d'accord, vous avez dit que c'est les maisons. Oui. Est-ce que justement, on a un profil un petit peu des accessions à la propriété, seconde accession, comment ça se passe? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plutôt une demande à 75% qui est centrée sur des grandes surfaces, donc à partir de 3 pièces jusqu'à de la maison, alors qu'on a une offre qui représente 60%. Donc on voit qu'on a cette envie d'espace en fait sur la région. Alors, espace avec des communs, donc des communs du vert, de l'espace et de l'air. Bon, en plus, l'avantage, c'est qu'on est au bord de la Loire. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres éléments à nous partager avant d'écouter nos experts ? Oui, alors j'aurais 3 choses à vous partager. Le premier, donc, c'est en effet le prix au mètre carré affiché sur Bien Ici, je précise affiché, parce qu'au niveau de la négociation, ils ne sont pas les mêmes. On voit qu'il y a une légère baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un T3, en fait, on atteint le palier, on est juste en dessous du palier des 200 000 €, et c'est une baisse de 5% depuis décembre 2023. La deuxième chose, c'est la durée de diffusion. Donc, en moyenne, surtout, on est passé de 40 jours pendant le Covid à 97 jours. Donc, ce qui entraîne cette forme d'angoisse dont je parlais tout à l'heure. 97 jours. 97 jours, oui. Pour vendre. Pour vendre. On met quasiment 4 mois pour vendre. Exactement. Ce qui n'était pas finalement notre référence pendant le Covid. C'est ce qui a créé finalement quelque part cette tension. Est-ce que ça se régule ou est-ce que ça s'explique ? Je veux dire, est-ce que par exemple... on revient à un état normal, mais on posera la question à ceux qui le font au quotidien. Ou est-ce que la conjugaison de la crise, effectivement, géopolitique, je ne vais pas revenir dessus, mais matières premières, Ukraine, incertitude, manque de confiance sur les marchés financiers, plus la BCE qui a quasiment du jour au lendemain relevé ses taux et on a quasiment vu des 300 ou 400 points de base d'augmentation, c'est-à-dire qu'on est passé quasiment de 1,5 à 4,5 voire 5 sur 20 ans. Ça, c'est multifactoriellement parlant, ça s'explique assez facilement. Oui.
Oui, ça s'explique. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est une année de référence comme 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu des montagnes russes entre la partie Covid et actuellement, ce qui est difficile. En fait, si on se regarde par rapport à une année plus comparative, celle de 2019, finalement, ça permet de remettre un petit peu de différence, en fait, ou d'atténuer, je dirais, cette notion de 97 jours. Normalement, on était plutôt sur 75 jours. Donc, c'est très clair. Alors, justement, ça nous donne vraiment envie d'en savoir plus. Alors, je vous propose deux choses, les amis. On va voir quelques images qui ont été tournées par notre directeur artistique, le célèbre Alexandre Burkhardt, qui est allé au contact des agences sur le terrain. Ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en plateau pour un débat avec nos experts. C'est tout de suite après ça. Pour cette nouvelle étape de Bien ici, bien chez vous, nous nous retrouvons à Tours. Quoi de mieux pour discuter d'une ville, d'un territoire que de rencontrer ses acteurs. Nous avons fait ainsi la connaissance de deux agences qui comptent dans le paysage. Bonjour, je suis Marie-Cécile Chauveau-Martin, présidente d'Invaloris. Nous avons créé l'entreprise avec Benjamin Adriensen, qui en est le directeur général, en 2012, fin 2012. Alors, Invaloris, nous sommes un cabinet d'administration de biens. Nous nous occupons de la gestion locative des appartements, du syndic de copropriété, des métiers de la transaction, de la location et une partie de l'immobilier d'entreprise et d'expertise. C'était important pour nous de créer une agence indépendante afin de pouvoir travailler en toute liberté, des relations personnalisées et une gestion personnalisée. Il était important pour nous d'offrir à nos clients l'ensemble des métiers de l'immobilier afin de répondre à toutes leurs problématiques, que ce soit en gestion de patrimoine et en arbitrage de patrimoine. Je suis Vincent Briand, je suis agent immobilier, à la tête d'un petit groupe qui s'appelle Humanim, qui compte une quarantaine de collaborateurs avec un associé Philippe Nils. L'histoire a commencé en 2007 avec la création d'une agence ERA, avenue Maginot à Tournai. Et puis petit à petit, se sont développés les métiers de la gestion locative, de la location, puis enfin du syndic, la création d'un deuxième point de vente à Tours-Centre. Et aujourd'hui, nous avons 4 points de vente dans le Perche et en Touraine. Nous avons fait le choix d'être franchisé sur la transaction, la vente, sous l'enseigne ERA, qui fait une enseigne aujourd'hui qui compte environ 500 points de vente en France. En revanche, sur la gestion locative et sur le syndic, nous avons développé nos propres marques, qui sont respectivement LSI et Tantième, sur le syndic de copropriété, pour avoir plus de liberté dans le choix de nos investissements et la façon de travailler. Un bon agent immobilier. Alors, un bon agent immobilier, pour moi, c'est pour moi de pouvoir conseiller les clients, d'avoir des compétences juridiques et professionnelles et d'être disponible auprès de nos clients. un technicien qui est toujours au fait des nouvelles réglementations, nouvelles législations. Nous avons en effet une obligation de conseil envers l'ensemble de nos clients et faire appel à un professionnel est aujourd'hui, à mon sens, indispensable. Et puis la connaissance du marché local et de la ville de Tours. D'abord, c'est le titulaire d'une carte professionnelle. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a avant tout compris la dimension humaine du métier. L'écoute, puisque encore une fois, sans découverte des problématiques de nos clients, il est compliqué de répondre à leurs questions et à les accompagner afin d'aller au mieux de leurs intérêts. Parce que le logement, c'est pas seulement le premier poste budgétaire des Français, c'est pas seulement des murs et un toit, c'est aussi une atmosphère, une décoration, une intégration dans un quartier. Et ce sont des éléments extrêmement irrationnels. Donc un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui est capable d'intégrer toutes ces dimensions psychologiques, et j'ai envie de dire irrationnelles, pour mieux conseiller ses clients dans leur choix d'investissement, d'habitation, de location. Un très très beau reportage qui va vous donner, qui vous a donné peut-être un regard assez différent sur la façon dont les agents immobiliers travaillent. C'est intéressant, Magali, puisque il y a un dénominateur commun, qui est le souci absolu à la fois de la maîtrise de l'usage et du conseil aux clients. Oui. Et j'aime beaucoup ce que disait justement le franchisé ERA, quand il dit c'est une déco, c'est l'empreinte du quartier, ce sont un irrationnel. C'est le marqueur social dont on parlait tout à l'heure. On se projette, on crée, on fonde une famille lorsqu'on achète son premier appartement, puis après on voit naître le premier enfant, puis après il faut une chambre de plus, donc on bascule dans le parcours. Ce sont des irrationnels dans lesquels on touche à l'intime, et c'est bien de ça dont il s'agit. On va dans quelques instants, si vous voulez bien, les amis, se retrouver avec nos experts pour le grand débat. À tout de suite. Bien ici, bien chez vous, le grand débat. Et de retour sur le plateau, voilà, avec nos experts. Je suis toujours accompagné de Magali Martin, directrice nationale des ventes chez Bien ici. Ça va toujours, Magali ?
Impeccable. Voilà, ben super. Je suis ravi que tu sois ici avec nous. On s'était dit qu'on allait rencontrer les professionnels de l'immobilier. Sur ta gauche, il y a Christophe Rousseau. Bonjour Christophe Rousseau. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Très très bien, merci. Voilà. On s'était vu l'an dernier. Tout à fait. Voilà. Dans un cadre magnifique aussi, au-dessus de la Loire. Absolument, superbe. Ouais. Citia, directeur de la métropole de Tours. Voilà. Merci d'être avec nous. Daniel Clément est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Alors, vous êtes le président de la FNIM du département 37 et vous êtes directeur de Connecta Immobilier. Alors effectivement, je suis président délégué de la fédération de la FNIM sur le 37. Alors vous allez nous donner d'ailleurs un regard aussi de l'engagement syndical que vous avez, Oui. notamment pour faire respecter la profession, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire. En ce moment, encore plus. Voilà, surtout à faire. Voilà, elle rayonne littéralement sur le plateau, c'est Camille Davonneau. Bonjour Camille. Bonjour Sylvain et bonjour à tous. Comment ça va Camille? Très bien, on est bien ici. Alors il y a une chose que j'aime bien chez vous, c'est que quand vous souriez, il y a tout qui sourit, de la tête aux pieds. Parfait. Voilà. Merci d'être avec nous. Adjointe au directeur général de Square Habitat, Touraine-Poitou. Une région magnifique. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, on a Thierry Champion qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Voilà. Il est associé dans une agence immobilière. Exactement. Vous travaillez d'ailleurs en famille. Exactement. Et vous êtes un spécialiste de la transaction sur le territoire. Uniquement. Donc, alors du coup, on va travailler avec vous sur les différents sujets. On est sur un secteur justement extrêmement dynamique, hein, Thierry Champion. On est sur vraiment un secteur qui a des particularités au niveau de l'attractivité de son territoire. Néanmoins, on peut pas s'affranchir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et justement des difficultés que rencontre le marché au niveau national. Mais je vais vous demander à vous de réagir un petit peu sur... Vous avez vu vos collègues en reportage parler de leur métier. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Eh bien, ils ont tout dit. Et effectivement, c'est pas qu'un métier où on doit ouvrir des portes. Il comporte beaucoup de conseils, de juridique, et puis beaucoup de franchises sur... la qualité des biens que l'on peut rentrer et d'adapter cette recherche à ses clients. Camille, vous en avez pensé quoi de ce reportage? Moi, je l'ai trouvé vraiment très bien fait, génial, ça redonne la pêche. En fait, ça fait plaisir de se dire qu'on fait un métier passion, un métier d'humain, donc je partage totalement tout ce qui a été dit et j'adore mon métier. Donc, Daniel, quand on voit justement vos collègues, en fait, les confrères qui sont... en plus, j'ai vu qu'il y avait un franchisé ERA, vous l'avez vu, qui avait le petit FNIM, le petit pins de la FNIM, ça doit vous faire plaisir. Oui. Voilà, puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, Éric Alouche a signé un accord avec la Fédération nationale de réintégration du réseau dans le giron de la FNIM. C'est un signe aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé de vos confrères? Bah écoutez, j'ai trouvé que c'était tout à fait... je me suis retrouvé. Hein. C'est un métier passion, c'est un métier réglementé, c'est un métier où il faut se former. Hein. On parle beaucoup de formation, on a une obligation de formation, on a 42 heures de formation obligatoire tous les 3 ans. Mais c'est surtout la passion de ce métier. On compte pas nos heures et les clients ont besoin de nous. Voilà, être agent immobilier, je parle bien d'agent immobilier, c'est pas, ça s'invente pas. Alors, mais c'est important de le dire parce qu'il y a certains politiques qui pensent qu'on peut devenir agent comme ça et que finalement on peut jouer avec cette profession un peu comme il le souhaite. Justement, Christophe Rousseau, vous êtes patron de la métropole de Tours pour Citia. Citia, c'est un acteur majeur sur toutes les lignes métiers. Et bien évidemment, je ne peux pas évoquer Citia sans parler de la holding de tête qui s'appelle le groupe Arche, qui aujourd'hui est sans aucun conteste l'un des acteurs majeurs au niveau du paysage immobilier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, le professionnel que vous êtes? Il y a très longtemps que vous êtes dans ce métier. Est-ce que ça vous rassure qu'on voyait ces générations très engagées pour le service exclusif de vos clients? J'ai combien de temps? 3 heures. C'est open bar ici. Voilà, on fait ce qu'on veut. On est d'accord? On est bien ici. Ce que j'ai vu, enfin en tout cas moi ce qui me rassure énormément, c'est que ce soit autour de la table, confrères que je connais depuis très très longtemps, ou que ce soit ceux qui sont passés tout à l'heure, c'est aussi un métier d'expérience. Et qu'on soit dans un petit groupe, dans un grand groupe, dans une entreprise familiale ou dans un administrateur de biens, le trait commun, ça reste la formation et la passion. Et ça, c'est absolument fondamental parce que moi, je crois, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais je crois qu'on a perdu quelque chose depuis quelques mois. C'est ni plus ni moins le côté sensoriel de l'achat immobilier.
L'achat immobilier, c'est quelque chose qui est quasiment viscéral, et on l'a un peu perdu parce qu'on est devenu maintenant complètement étouffé par toutes ces normes, l'écologie punitive qui va autour, et on n'arrive plus du tout à faire vibrer nos clients, alors que c'est fondamental. Et on doit toujours garder ça à travers la formation, bien évidemment toute la partie réglementaire, mais aussi la relation intuitive personnelle qu'on doit avoir avec nos clients, qu'on soit dans des grosses entreprises ou des petites entreprises. Peu Est-ce que importe. vous considérez que vous avez un rôle de gestionnaire de patrimoine, de proximité, Bien sûr. et presque, j'allais dire, celui à qui on confie, vous savez, un peu comme son notaire, son médecin de famille, et que finalement, le médecin de famille qui est garant de la santé physique de ses clients, vous êtes garant de la santé patrimoniale de vos clients. Ce que je dis souvent à mes collaborateurs, notamment ceux qui font de la gestion locative, ils gèrent entre 60 et 90 millions d'actifs. Ah oui, quand même. Bah oui, pour leurs clients, quand on gère 400, 500 lots, on a tous à peu près ça, par collaborateur, on gère un patrimoine, c'est souvent un engagement d'une vie, et on se doit d'être au plus proche de nos clients avec de la compétence, de la qualité, de l'écoute, de l'empathie. Donc les valeurs humaines, elles sont fondamentales. Et quand on entend en effet qu'aujourd'hui, l'achat immobilier, c'est un achat qu'on va déshumaniser, qu'on va faire en ligne, qu'on va faire en plateforme, qu'on va complètement numériser, c'est une gabegie totale. Nous, on est là pour créer du patrimoine, faire acheter correctement, bien faire gérer, bien louer et bien revendre. Qu'on soit syndic ou qu'on soit transactionnaire. C'est notre métier, on doit valoriser. Comme, je sais pas, un constructeur automobile, on achète une belle voiture d'occasion, on la bichonne et on la revend plus propre qu'on l'a eu. Et on Christophe, est content, on a passé vous un et bon moment moi, avec. on a connu des crises dans l'immobilier, on a une longue expérience. Celle-ci, vous conviendrez qu'elle ne ressemble à aucune autre. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un crash. Pour vous, c'est quoi? C'est un marché qui ralentit. Comment vous analyseriez, là, en quelques mots, à brûle pour point, justement, ce qui est en train de se produire? Parce que certains ont dit, oula, c'est la mort, les agences immobilières vont disparaître en cascade, etc. Faut être clair, faut être clair. On a les statistiques d'agences immobilières qui ont cessé leur activité en 2023. Il y a eu 55 000 entrepreneurs en France, toutes activités confondues, qui ont perdu leur boulot en 2023. 55 000. Il y a 3 corps d'activité qui ont été le plus touchés. Le premier, à votre avis, c'est quoi? C'est la construction. C'est la construction dans le neuf, oui. Les seconds, c'est l'immobilier, avec 10 000. Et les troisièmes, c'est la restauration. L'hôtellerie et la restauration. L'hôtellerie un peu moins impactée, mais surtout la restauration. Et donc on ne va pas se dire que voilà, ça n'a pas d'impact sur l'activité, mais quand même ça a fait très très mal, bien évidemment. Donc dans votre analyse, justement, comment vous abordez ces éléments-là sur votre territoire, avec la relation que vous avez aussi avec et vos collaborateurs en interne et les clients? Alors, ce qu'on constate, c'est que globalement, les confrères qui n'ont pas réussi à traverser la vague, c'est de l'ordre de 20-25%, sont des confrères qui étaient souvent isolés, peu formés. C'est ça, tout à fait. Qui ne travaillent pas en réseau, donc très isolés, donc sont forcément les plus fragiles. Mais le marché s'est à peu près dégradé de l'ordre de 20%, donc si on a 20% de confrères qui ont disparu ou qui se sont recyclés et le marché qui a baissé de 20%, les bons professionnels vont toujours tirer leur épingle du jeu parce que, comme dans tous les marchés de crise, de toute façon, les clients vont vers les pros. Plus c'est dur, plus on va vers les pros, plus on achète de la qualité. Ça, c'est très habituel. La particularité qu'on a dans le marché actuel, c'est que il y a des compensations d'habitude. On va le dire très simplement, quand la transaction va moins bien, la location fonctionne. Or, aujourd'hui, tout est grippé. Et donc là, c'est une vraie particularité. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à louer, parce qu'il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock, on en a parlé tout à l'heure. Nous, il y a une demande incroyable, mais il y a très peu de stock. Nous, on gère à peu près 6000 lots de gérance à Tours. On a moins de 1% de lots vacants. Moins de 1%? Moins de 1% de lots vacants. Donc automatiquement, il y a une tension sur les loyers. Autant dire quasi zéro. Rien. Sachant que sur les 1%, il y a... Allez, on va dire 20 ou 30% de logements qui sont pratiquement indécents, parce qu'il y a toujours des propriétaires qui ne veulent pas les rénover. Voilà, donc le stock, il n'y en a pas. Donc, automatiquement, à la relocation, il y a une tension sur les prix. Combien de demandes et, juste pour savoir, avec l'expertise, voilà, un bien qui arrive sur le marché, genre, à la limite, ah oui 15. 1 pour 15. C'est énorme.
1 pour 15. Et je vous parle pas l'été sur les studios où cette année, tout le monde le confirmera, à partir du 15 juillet, on n'avait plus une petite surface à Tours. Parce que les étudiants, il n'y a plus de rotation. Les étudiants gardent leur logement. La rentrée scolaire. Ouais. Ils gardent leur logement. Les étudiants aujourd'hui n'hésitent même plus à garder 2 logements. Un à Tours, un à Paris. S'ils sont en alternance, ils gardent les 2. Non. Parce que c'est trop compliqué sinon à gérer. Donc ils font des efforts financiers importants, bien sûr. Donc c'est ça qui est complexe aujourd'hui, c'est qu'on a un marché qui tourne plus, les mutations baissent, les préavis baissent. L'année dernière, on a perdu quasiment 9%. On est à peu près à 30% de préavis sur une année. Là, on est descendu à 21% l'année dernière. Donc le marché ne tourne plus. Les gens gardent leur logement. Et ils savent que s'ils sortent, ils vont retrouver un logement qui va être beaucoup plus cher. Parce qu'aujourd'hui, on a une augmentation sur le marché de la relocation de l'ordre de 7%, 7,5%, sans aucun problème. Donc, on est sur un marché. Ça correspond exactement à d'autres régions dans lesquelles en fait, la rotation ne se fait pas. Avis pour les experts. Oui. Tout à fait. En fait, on a été très impacté effectivement sur les taux, ce qui a fait qu'on n'a pas forcément de clients qui ont pu acquérir, restent dans leurs biens, moins de mouvements et élaborent des travaux éventuellement dans leur logement parce qu'ils n'ont pas pu acquérir autre bien. Mais ça reste une situation complexe, mais il faut positiver. Et je pense qu'on va malgré tout sortir de tout cela dans peu de temps avec un brin de soleil. Justement, merci pour la transition. Est-ce que vous sentez, par rapport à ce que la photographie qu'on a prise avec Christophe sur le sujet, que ça repart un peu? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous font penser, vous, dans votre activité, qu'on a des éléments de retour, notamment par exemple le fait que les banques prêtent, le fait que effectivement il y a un peu de militantisme au niveau du HCSF pour resserrer, détendre un petit peu les conditions d'octroi des crédits. Est-ce que vous le sentez ça? Oui, légèrement. Alors après, tout dépend sur quelle gamme on peut se situer. Pour ma part et dans ma structure, on est sur du produit moyen haut de gamme. Je ne fais pas ou peu de biens à 150 000 euros, aux alentours de 150 000 euros. Donc, je suis peut-être moins impacté personnellement sur cette genre de transaction. Mais en soi, on reste... alors, comme vous parliez des banques également, les banques prêtent aujourd'hui effectivement aux gens finançables, clairement. Il n'y a plus de passe-droit ou autre, de montage compliqué. Et avec des apports significatifs. Et avec des apports significatifs également. Minimum 20%. Oui, en moyenne. Ah oui. En moyenne. On est loin des 110%. Hein. Oui. 20% en moyenne. Alors vous êtes sur une gamme, donc vous avez une stratégie de développement qui est basée sur le haut de gamme. Non, c'est quoi? C'est du prestige, luxe, c'est quoi? Je ne vais pas parler de prestige ou autre. Sur une catégorie de produits, on peut avoir du haut de gamme sur des petites surfaces. Donc je ne suis pas classifié dans de la propriété ou autre, et je ne veux pas d'ailleurs, parce que notre métier, il a tout un panel. Et effectivement, il faut savoir vendre du studio comme de la grande propriété, mais je dirais que c'est le client qui a la capacité soit d'investissement, pour un investisseur tout au moins, ou sa résidence principale, ou patrimoniale uniquement. Donc, quand je vous dis je sors du lot, je ne sors pas du lot, je connais la crise comme tout le monde, ce qu'on peut appeler la crise, mais avec un impact plus tardif. C'est-à-dire que j'ai des confrères qui ont peiné depuis l'année dernière, et nous depuis simplement le début de l'année. D'accord, je comprends. Parce qu'effectivement, vous avez une façon ou une relation avec vos clients qui font que peut-être parmi vos clients, ils sont moins impactés par les problématiques de solvabilité, par exemple. Exactement. D'accord. Merci beaucoup pour ce commentaire. Camille, justement, commentaire sur vous. Alors, Square Habitat, analyse sur la région. Vous partagez forcément les mêmes affinités. Vous avez... Oui. Exactement, je partage tout ce qui a été dit. Nous, on est sur Tours, on a 4 agences, donc on va être plutôt sur du milieu de gamme. On est sur un marché... 3 métiers, hein, syndic, copro, copro, ADB. Alors, gestion, location, syndic, transaction, IMO professionnel et commercial, et l'investissement neuf et patrimonial. D'accord, ok, d'accord. Donc, sur la transaction, on est sur comme vous l'avez dit tout à l'heure, un marché qui n'est pas en crash, contrairement à sûrement d'autres secteurs, un marché qui ralentit, un marché en fait qui patine, mais qui donne de très bons signaux depuis ce début d'année. On fait 10 ventes de plus sur Tours par rapport à l'année dernière.
Donc vraiment un marché qui est bien reparti. D'accord. Comme l'a dit Daniel, les formations qu'on a mis en place l'année dernière ont été vraiment fondamentales, puisqu'il fallait revenir justement sur notre métier et sur les fondamentaux de notre métier. C'est quoi par exemple, donnez-moi un exemple. Les fondamentaux de notre métier, c'est l'écoute active. C'est redécouvrir l'acquéreur, par Exactement. C'est écouter notre acquéreur. C'est écouter notre vendeur. Être proactif dans sa recherche, ou pour le vendeur, justement, dans la vente de son bien, d'être beaucoup plus à l'écoute, d'avoir plus d'empathie, de passer plus de temps avec notre client. Et le marché, en fait, l'euphorie qu'on a vécue en post-Covid, qui a entraîné justement une pénurie de biens et du coup, la montée des prix, nous empêcher de faire bien notre métier. Donc, comme le disait aussi Thierry, en fait, on reprend goût à notre métier. On va pouvoir vraiment refaire notre métier qui n'est plus que d'ouvrir les portes et de gérer, en fait, du flux de clients, mais vraiment de le faire avec plus de qualité. Alors, et avec des meilleurs signaux. Alors, vous avez parlé de classes d'actifs. Vous avez commerce, entreprise, tertiaire. Donc, vous êtes sur toutes les classes d'actifs, résidentielles et autres. Est-ce que sur l'entreprise, vous partagez le même sentiment? Alors, et puis, je veux aussi vous poser la question sur le neuf. Alors, sur l'entreprise, le début d'année est plutôt positif. On partage... pour l'instant, c'est plutôt positif. On est sur les mêmes flux que l'année dernière. Une année qui a été un peu en dents de scie, mais finalement, on a fait quand même... plus de dossiers en fait que les autres années. C'est pas du bureau, du fonds de commerce. On fait pas de fonds de commerce, mais on fait des locaux professionnels et commerciaux en transaction, en location. On fait plus de location pour l'instant que de transactions par rapport aux autres années. Bureau essentiellement. Bureau essentiellement, exactement. Parce que je vois la demande placée, par exemple, de bureau sur une année courante. Effectivement, c'est assez c'est flat, ça suit une progression. Donc, ce qui prouve quand même qu'il y a une vitalité avec une demande réelle, résurgente des entrepreneurs pour avoir du bureau. Ce que vous avez cette particularité, c'est d'avoir finalement une vision à 360 degrés sur plusieurs classes d'actifs. Daniel, justement, vous qui avez à la fois la vision du professionnel dans votre entreprise et celle de l'engagement syndical au niveau du département. Est-ce que vous partagez les mêmes aspects et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter justement à cela? Alors moi, je partage la même vision, les mêmes aspects et les mêmes constats au niveau du marché. Alors, pour moi, c'est pas une crise, c'est un marché au ralenti, c'est un marché qui aujourd'hui s'équilibre. On nous a sacrifiés, je veux dire aujourd'hui pour combattre l'inflation, on a appuyé sur le bouton de l'augmentation du taux de financement, du taux de crédit. L'État avait certainement d'autres options. On peut parler de la portabilité du financement, qui n'a pas été retenue. Transférer son crédit sur la future acquisition. Il y avait aussi le statut du bailleur privé dont on a beaucoup parlé. Bien sûr, il y avait d'autres solutions. Aujourd'hui, on a choisi d'augmenter les taux d'intérêt avec une violence jamais connue, 10 augmentations successives, mensuelles. Des acquéreurs les acquéreurs qui financent avec emprunt, on va plutôt parler de cette classe d'acquéreurs, ont perdu leur capacité de financement, ont perdu 20% de leur capacité de financement en l'espace de 12 mois. Donc il a fallu trouver de la pédagogie. Alors on peut parler aussi de l'intérêt de l'intermédiation professionnelle. À quoi sert l'agent immobilier? L'agent immobilier sert à trouver les bons mots, il sert à expliquer aux clients ce qui est en train de se passer. Surtout à décrypter la complexité du métier. Et à rassurer. Ça devient beau. Alors justement, pour qu'on entre un peu plus dans le détail, la loi, je vais faire quelques petits rappels de loi. Le précédent président de la FNAIM, Jean-Marc Torolion, avait fait inscrire dans la loi le titre d'agent immobilier. Autrement dit, on ne peut plus mettre sur sa carte de visite agent immobilier si on n'est pas titulaire d'une carte d'agent immobilier. Ouais. Ça, c'est hyper important, c'est dans le marbre. Voilà. Et vous êtes allé plus loin, parce que vous êtes allé jusqu'à avoir une espèce de pictogramme, un signe de reconnaissance avec, je crois que c'est Vesta. Voilà, Vesta. Donc c'est un. Alors au début, ça a été un peu compliqué parce que les notaires n'étaient pas très très contents. D'ailleurs, ça s'est ensuite décidé sur le terrain juridique. Et puis il y a eu une bonne transaction qui a été faite, puisque effectivement, on a des notaires aujourd'hui qui, par nature, dans leur activité, comme les huissiers de justice, comme les avocats, ont officiellement d'emblée une carte professionnelle, ça vous le saviez déjà, et peuvent, même sur requête du tribunal d'instance,
faire des opérations de gestion et de syndic de copropriété. Souvent, on ne se rend pas compte, mais quand vous voyez par exemple la baisse des droits de mutation à titre onéreux, ce que j'ai regardé sur votre région, c'est pour les collectivités locales, c'est la mort. C'est colossal. La mort absolue. J'étais pas il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, j'étais avec le maire de Tours et les maires alentours. En plus, on a un maire alentour qui peut parler du métier. Hein, c'est Philippe Briand, puisqu'il est maire de Saint-Cyr-sur-Loire. C'est quand même assez inquiétant. Est-ce que quand vous dialoguez avec les autres chambres aujourd'hui, est-ce qu'ils vous rapportent les mêmes choses? Est-ce que vous avez vraiment une convergence de vues, ou vous vous dites aussi, pour être clair, que dans votre territoire, vous êtes quand même relativement un peu préservé par rapport, parce que j'ai vu certains de vos collègues, dans leur territoire, ils sont à moins de 40% quand même. Hein. En région centre, on constate les mêmes chiffres. Hein. C'est unanime. Hein. Au niveau des prix, la baisse de 5%, mais alors c'est une baisse de 5% sur 12 mois. Hein. Il y a toujours un décalage dans les chiffres. Donc la baisse constatée est de 5%. Bon, la baisse réelle, la baisse ressentie, on va dire, est plutôt autour des 10%. Sur la solvabilité Sur la solvabilité, ou surtout la contrainte, l'impact de cette baisse de solvabilité des clients est la même. On a un retrait du nombre de ventes de 20%. Et c'est un constat qui est également fait par les banquiers, puisqu'aujourd'hui, on peut parler du volume de financement. Ça doit vous paraître choquant de voir qu'on a des Français à la gorge, au bord de l'épuisement. Je suis sûr que vous avez eu des parents d'élèves qui sont venus en pleurs dans vos agences en disant « s'il vous plaît, trouvez un appartement à mon fils ». Est-ce que vous saviez qu'il y a 3% des élèves en France qui dorment dans leur voiture? Non, j'étais pas au courant. Mais ouais. Et vous savez qu'il y a plus d'aide à la voiture électrique qu'il y en a au logement. Donc on a résolu le problème du logement. Vous savez ce qu'on va faire? On va tous dormir dans sa voiture. Après, il y a eu aussi des avancées. On peut parler de Visal. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif Visal, mais qui aujourd'hui permet de dans garantir... le public, je ne sais pas si vous connaissez tous Visal, mais le Visal, voilà, on va en dire quelques mots. Très, très bonne... Donc Visal, qui est un dispositif porté par Action Logement, qui permet de garantir, de sécuriser la location des étudiants en leur donnant un passeport locatif. Donc c'est l'État qui se porte garant pour eux lorsqu'ils souhaitent accéder au logement. Donc il y a eu des avancées quand même. Alors, il y a eu des avancées. Alors, bien évidemment, au chapitre de l'évolution réglementaire. La loi Allure, vous savez, la loi Allure, la loi Elan, est la loi la plus pléthorique de la Ve République. Je crois qu'on a dû dépasser les 3000 amendements. C'est le métier le plus ciblé depuis les 20 dernières années. Mais surtout depuis les 7 dernières, puisqu'il n'a échappé à personne que M. Macron aime beaucoup l'immobilier. Ça se voit tout de suite. Puisque c'est incroyable, c'est du jamais vu. Moi qui arrive tranquillement vers un âge canonique. Certain. Oui, soyez pas vexants. Alors, en plus, on est de la même génération. Donc, il n'était pas obligé de mettre fin au PTZ. Première chose, on est d'accord? Pas forcément clair. Il n'était pas obligé de mettre fin au Pinel, sans aucun texte de remplacement. Il n'était pas obligé de congédier l'ISF pour remplacer par l'IFI, donc un impôt confiscatoire, et qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, n'est pas un impôt fait pour les riches. Parce que sur des valeurs immobilières dans certaines métropoles, je peux vous garantir qu'il est très facile, notamment je prends le cas de Paris, de se retrouver dans des situations où on est des personnes soumises à l'IFI. Et je peux vous citer une personne en particulier, donc je ne donnerai pas son nom, mais qui habite à Neuilly, qui avait hérité d'un appartement et qui est au RSA. Donc elle bénéficie d'une allocation et elle va au Resto du Cœur et elle a un appartement évalué à 1 700 000 €. Sauf que comme c'est un bien familial, forcément, il y a tout un aspect qui fait que la personne ne peut pas forcément vendre. Donc vous imaginez l'incohérence du dispositif. Et donc malgré cela, vous avez surperformé sur ces dernières années, avec finalement une réponse que vous avez su donner aux Français. Alors justement, on parlait des prix. Et c'est un vrai débat. Et à Paris, que ce soit dans les différentes émissions que j'ai le plaisir d'animer, d'ailleurs après-demain, je suis à Aix-en-Provence quand il y a un vrai sujet autour du logement. Alors là, carrément, il n'y a pas de logement du tout à Aix-en-Provence. C'est une tannée. C'est les prix. Est-ce que vous croyez, Christophe, que ce que dit notre cher président de la République en disant... Vous avez compris, le président de la République dit on va en fait complexifier ou enfin déréguler pour créer un choc de l'offre.
Parce que le problème, c'est pas l'offre, c'est la demande aujourd'hui. Le vrai sujet, il est là. Et que finalement, la variable d'ajustement, et ça, c'est un combat que mène aujourd'hui Loïc Quentin de façon très forte, de dire que ce sont les honoraires d'intermédiation qui sont la cause principale de l'ajustement des prix. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'article 68 du projet de loi de finances, il y a 4 ans, qui a plafonné les honoraires de transaction sur le neuf. Vous vous rappelez de ça ? Et on a tous pensé que c'était un signe avant-coureur d'une régulation du volume des honoraires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président de la République, à Matignon, ils avaient fait une analyse avec leur conseiller logement sur la moyenne des honoraires constatés pris en Europe, sur les pays de l'Union européenne. Alors effectivement, vous les connaissez, hein, ils sont plus bas, ils sont de 2,5% sur la moyenne. Donc l'idée était tout de suite de dire, bon, les Français exagèrent, ils prennent trop d'argent, etc. Il faudrait qu'ils se mettent à 1,5%, 2%, alors qu'en moyenne, on a à peu près, on est à combien ? Entre 4 et 5% de, Christophe ? 5, oui, c'est ça. De taux de... 5%. 5%. Oui. Donc question, alors voilà, la parole circule. Est-ce que cet élément-là peut être un élément sur lequel on peut parler, de dire que c'est possible et que c'est un problème d'honoraires, ou au contraire, c'est un problème structurel de marché? Est-ce que les prix, ou pas, baisseront, continueront de baisser? Et faut-il qu'ils baissent? On pourrait dire qu'on pourrait aussi interdire les ventes de particulier à particulier en France et les passer par des professionnels, et on baisserait nos honoraires parce qu'on aurait beaucoup plus de volume. C'est une super idée, ça. Et on porterait beaucoup plus de TVA à l'État. Aujourd'hui, l'achat immobilier, il ne faut pas l'oublier. La TVA, tiens, c'est un sujet hyper important. Bien sûr. Dans d'autres pays, ça se fait comme ça. Et qu'est-ce qui dérégule le marché? C'est le particulier, les ventes de particulier à particulier, pas les ventes des professionnels. On est des éléments régulateurs, quoi qu'on en dise. Il y a 60% des gens qui voudront de toute façon acheter par un professionnel. C'est pas une question d'argent. C'est hyper important. C'est une question de compétence. Les gens veulent acheter par un professionnel. Le marché des particuliers aujourd'hui? Je pense qu'aux alentours de 40. Ah, quand même. Ah oui, mais donc c'est là qu'il faut aller chercher le... Bien évidemment, c'est pas de baisser. Nous, on est capable de créer des emplois qualifiés. Et demain, si on prend les 30% ou 40% de ventes qui sont faites de particulier à particulier, c'est-à-dire globalement peut-être 250 000 ventes en France, on pourra apporter de la valeur ajoutée, des ressources et surtout de la compétence. Et aussi, derrière, nos amis notaires seront contents parce qu'il y aura des actes qui seront bien faits. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, comme je le disais à l'instant, les gens, de toute façon, veulent un service. L'achat immobilier, c'est un achat qui est très important et on le voit bien aujourd'hui, que ce soit la location ou que ce soit l'achat, ils veulent un service. Ils sont prêts à payer pour avoir un service de qualité. Donc, ils sont prêts à payer des honoraires. C'est un faux problème. C'est un faux problème et on a fait une stat. Ils sont 87% à plébisciter ce que vous dites. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. C'est hyper important ce que vous dites. Justement, c'est un vrai sujet. Vous en pensez quoi, Thierry ? Son travail. Je complète sur ce que Christophe est à prédire. Un agent immobilier, effectivement, il est redevable d'honoraires avec une qualité derrière et un suivi. Voilà. La vente de particulier à particulier, le notaire la maîtrise absolument pas. Personne ne maîtrise d'ailleurs. Et effectivement, il y a de la casse entre le compromis et la vente, la réitération. Nous, on est là pour sauver nos honoraires et puis que cette transaction soit menée à bien et un réel projet de vie, quoi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous raisonnez comme un thérapeute. Oui. Je m'explique. Vous raisonnez comme un thérapeute. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de négocier les honoraires de votre cardiologue qui va vous faire un triple pontage pour vous sauver la vie? Absolument pas, mais tout comme je vais faire mes courses, ça m'arrive, hein, même si ma femme me dicte. Mais en soi, on négocie rien. On sait pleinement ce que l'on achète. On est conseillé. Il y a des vendeurs, il y a des responsables. Et c'est du service. Voilà. Donc, nous estimons, nous tous professionnels ici, que s'il nous est dû des honoraires, et qu'il y a un travail derrière. Alors bien évidemment, on peut le dire, dans la profession, il n'y a pas que des bons. Ah bah oui. C'est-à-dire que on est bien d'accord. Si on en est là, c'est parce que aussi on hérite d'un passé. Il y a parfois des segments de distribution qui ne sont pas forcément bien formés et qui parfois peuvent plomber durablement l'aspect du métier. Non mais c'est délétère. Ça, je veux dire. Je suis d'accord. C'est frustrant de se dire que vous faites de la formation et vous dites
Non, mais c'est vrai, combien de fois vous te l'êtes dit? Vous dites, voilà, je fais de la formation, je m'investis en argent, je forme mes collaborateurs, et puis... c'est la base. Voilà, puis je me fais doubler par quelqu'un qui s'est improvisé agent immobilier. Ouais. Voilà. C'est triste, mais... Je cible personne. En règle générale, cette personne-là, en question, fera pas longtemps. Fera pas longtemps parce ceux que qui ont disparu là. C'est quand même malgré tout un métier d'usure. Vous pensez oui. Ah, je le pense réellement. Alors, il est certain que celui qui va arrêter au bout de quelques mois ou années, il y en aura un autre qui va arriver. On est bien d'accord parce que il s'est dit, il s'est vu d'ailleurs constater ces dernières années que c'est un métier entre guillemets facile où on peut prendre de l'argent. Clairement, dans notre entourage. Il y en a qui le pensent encore, ça. Oh oui, enfin je pense, mais regardez dans votre entourage. Je suis sûr que vous avez forcément de la famille, des amis, un cousin, pas votre grand-mère parce qu'elle est en retraite, mais peut se mettre agent immobilier du jour au lendemain. Oui. Voilà, et c'est facile de vendre le bien de son ami. Alors vous savez, moi j'ai dirigé une école pendant 26 ans, une école privée dans l'immobilier, avec 2000 élèves quasiment. Et je posais la question à chaque fois qu'on recrutait de nouveaux élèves, pourquoi tu veux faire de l'immobilier? C'était sidérant. Pendant 20 ans, j'ai entendu la même chose. Ben oui. Dans les 2 premiers critères de choix, c'était je vais gagner de l'argent. L'argent fascine. Et je vais gagner de l'argent vite. Et la mythologie, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que je faisais plus 20% de recrutement à chaque fois qu'il y avait une émission de Stéphane Plaza à la télé. Comme si, finalement, se marrer, prendre des sauts sur la gueule, c'était le truc. Alors, j'aime beaucoup Stéphane, j'ai fait pas mal d'émissions avec lui, mais je suis pas sûr que le fond de l'activité immobilière, ce soit exactement ça, quoi. Pas du tout. Merci, Thierry. On va passer à vous, Camille. Alors, justement, un avis sur ce qu'il a dit. Alors, les prix. C'est un vrai sujet. Est-ce que les prix en France peuvent baisser? Alors, moi, je reprends la proposition de Christophe, qui serait un bon combat à mener, de faire comme en Suède. Comme dans les pays slaves. Comme aux États-Unis, par la façon dont est considéré le marché. Comme Centris au Québec francophone. Comme la Belgique, qui a créé l'Institut des professions immobilières, avec 2 tableaux et un ordre, en fait, avec une fonction ordinale, avec des stages probatoires, etc. Quel est votre avis sur la question, vous, de votre point de vue en tant que professionnel, Camille? Par rapport au prix des biens immobiliers, si les prix des biens immobiliers vont baisser... Le marché des prix. Le marché des prix. C'est un faux débat quand on veut taper sur la variable d'ajustement des zonos de... Ah, ça, je suis entièrement d'accord, bien sûr. On l'a assez dit que notre métier était un métier important et sinon on ne serait pas tous là à faire ce métier dans la salle. Donc c'est pas uniquement un réflexe corporatiste, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Genre, je veux absolument sauver mon steak. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà. Et au détriment, non. Il y a une vraie réalité d'accompagnement. Une vraie réalité, bien sûr. L'objectif, c'est de réaliser des rêves, des projets de vie, d'accompagner nos clients à les réaliser. Donc, forcément, on a un investissement qui est à 100%. Et il faut voir d'ailleurs les heures que font les bons agents immobiliers. Et quand je dis les bons agents immobiliers, c'est ceux qui font le maximum de ventes et bien sûr, forcément, le maximum de salaire derrière. On n'a rien sans rien et on sait qu'en faisant ce métier-là, ça demande énormément d'implication. Donc, alors, implication, et vous avez rappelé la formation, qui est et la capitale. formation, bien sûr. Ça, c'est un combat FNIM, très fort. C'est un combat de la FNIM. On a une école de formation, l'ESI, à Paris, et tous nos adhérents ont un catalogue de formation de qualité, avec de vrais intervenants, un vrai contenu, adapté, actualisé, puisqu'on est sur une profession qui évolue beaucoup, avec l'audit énergétique réglementaire, le petit dernier qui est arrivé pour nous faciliter la vie. Allons-y. Je voulais vous donner un petit exemple. Quand on a démarré avec Christophe l'immobilier, il y a une vingtaine d'années maintenant, un compromis de vente, ça faisait quoi? Une vingtaine de pages. Aujourd'hui, on en est arrivé à 700, 750 pages, 800 pages. Donc voilà. Donc, c'est juste pour vous donner le cadre réglementaire de la vente. Oui. Et pour répondre à l'arrivée de ces agents commerciaux non formés qui viennent concurrencer notre métier, alors je voulais juste une précision, c'est pas l'agent immobilier dans son travail qui est concurrencé, c'est l'agent commercial, celui qui organise la visite qui est concurrencé. Moi, si je fais l'addition des heures que je dois consacrer à une vente et que je fais un ratio horaire, aujourd'hui, j'estime qu'on est payé au SMIC. Donc je suis pas certain que nos honoraires soient la problématique. Peut-être plutôt simplifier le process de vente. Ce qui démontre simplification. Ce qui démontre que les politiques sont totalement hors sol. Complètement. Ils n'ont rien compris.
On a voulu protéger le français, on a voulu protéger cette acquisition, on a voulu apporter... Je ne critique pas, il y a beaucoup d'informations qui sont nécessaires. Daniel, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on vous tape à chaque fois sur la tronche? On en arrive là parce Il manque d'empathie. C'est comme les promoteurs. Non, mais c'est comme les promoteurs qui disparaissent. Vous savez qu'il y a la promotion, ça fait moins de 40%. Donc, je vous le dis, il y a des promoteurs qui ont jeté l'éponge, sans compter des promoteurs, malheureusement, qui sont aujourd'hui en défaillance extrême. Les victimes, c'est qui? C'est les Français directement. C'est ceux qui ne sont pas logés. Parce que... est-ce que dans la région, justement, vous avez une idée, vous, en tant que patron de la FNIM du département 37, de la baisse des DMTO en volume? Aujourd'hui, j'ai pas de Est-ce qu'ils vous le disent, les notaires? Vos collègues notaires? Non. Ils vous en parlent pas? Pas encore. Non. Mais est-ce qu'eux-mêmes aussi sont en difficulté parfois? Aujourd'hui, oui, que ce soit les courtiers, les notaires, tous les acteurs de l'immobilier sont... Là, les courtiers, à mon avis, ils ont dû dérouiller sévèrement, quand même. Les courtiers, ils sont en relation directe avec les ventes. Donc, si le volume de financement baisse, c'est une profession qui est également en souffrance. Magali, peut-être un commentaire sur tout ce qui s'est dit justement sur cette notion de prix. Quand on est aujourd'hui le 3e portail français, ça conforte finalement les positions du reste du marché. Oui, j'aurais voulu apporter 2 compléments d'information, notamment sur la tension. En fait, sur les biens à vendre, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est en train de redémarrer. Donc ça, c'est un signal qui va être positif par rapport à ce que vous avez dit. Et sur le département notamment, ça redémarre à la fois sur les maisons et les appartements. Sur Tours, pour le moment, plus sur les maisons. Et un autre point sur lequel je voulais rajouter de l'information, c'est aussi les loyers. En fait, les loyers, ils ont augmenté. Donc, on a parlé aussi beaucoup de pouvoir d'achat. Pour vous donner 2 chiffres, on est à plus 30 € sur un studio et on est à plus 50 € sur un 3 pièces. Par mois? Oui. C'est énorme. Oui. 5% sur les 12 derniers mois. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Donc en fait, la rareté, ça fait flamber les prix. Oui, puis on en a parlé tout à l'heure. L'absence aujourd'hui de construction neuve va faire compliquer ce phénomène, puisqu'il ne va pas y avoir d'offres. Oui, forcément, compression naturelle avec une démographie. Alors même si la démographie n'a pas évolué, c'est l'usage qui a changé, parce que la décohabitation a doublé la demande de logement. La décohabitation, c'est les personnes qui divorcent, qui se retrouvent en foyers monoparentaux, avec des situations qui sont graves. Mais je ne peux pas mettre ça aussi, on ne peut pas ne pas oublier la publication du rapport de la Fondation Abbé Pierre au 1er février 2024. Vous savez que c'est symbolique, 2024, parce que ça fait 70 ans, jour pour jour, le 1er février 1954, où l'abbé Pierre, vous vous rappelez, dans les infos, dans les documents d'histoire, on raconte cette je ne sais pas si vous, dans le public, vous l'avez vu, on avait l'abbé Pierre qui parlait et qui disait, cette nuit, une femme est décédée dans le boulevard de Sébastopol, morte de froid, sur le boulevard de Sébastopol, et elle tenait dans la main, vous savez ce qu'elle tenait dans la main? Elle tenait le papier rose d'expulsion de son appartement. C'est énorme, quand on vous dit, le nombre de SDF a triplé. Donc on voit bien qu'il y a un impact très fort. Ce que disait Christophe Robert, le délégué de la Fondation Abbé Pierre, disait que finalement, il faut s'appuyer sur les agents immobiliers, parce que les agents immobiliers sont fédérés pour avoir des solutions d'urgence. Je prends juste un exemple, ce qui s'est passé pendant le Covid. Pour les personnes qui étaient en première ligne, la profession s'est organisée pour mettre à disposition des lieux pour les infirmières, les pompiers, justement, qui travaillaient sur ces éléments-là. Et j'allais dire que politiquement, à la FNAIM, et c'est ce que fait Loïc Quentin assez fort, c'est qu'aujourd'hui, il dit maintenant, ça suffit, on va passer dans une méthode un peu plus offensive. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez parlé de l'immobilier neuf. C'est la construction qui a déverrouillé très sévèrement. On estime à 330 000 emplois détruits justement par rapport à ça. Bien évidemment, je pense que tout ça sera de nature à réfléchir et à essayer de relancer. Justement, on va prendre, avant de nous quitter, on va parler justement du bien qui va nous faire rêver grâce à Camille. C'est sur le marché locatif. On a vu 2 choses. Je voudrais qu'on termine là-dessus. Les prix, Magali, à la location, ça c'est partout en France, ont eu une envolée inflationniste. Je vais utiliser le mot, voire même un peu spéculative. Oui, probablement. Oui. Bah oui, malheureusement, c'est ça. On le voit dans le cadre des JO, sans faire de polémique. C'est une horreur. Voilà. Vous avez vu ce qui se passe pendant les JO? On a des propriétaires qui gardent leur appartement dans le but de faire une OP, etc. C'est le triomphe de la cupidité, vous voyez, absolu.
C'est triste quand on voit les foyers français qui passent l'agence, vous savez, ils viennent te voir à l'agence en disant j'ai besoin de me loger, vous n'avez pas un truc à la loc, tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours. On vous appelle. D'ailleurs, quand vous mettez une annonce en ligne, vous savez très bien. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous la mettez en ligne, parce que vous avez déjà les clients pour la prendre. On en est. Ça fonctionnait bien ici quand même. On en est quasiment là. Justement, sur la location, y a-t-il ou pas des solutions, Christophe ? Comment on fait pour essayer de fluidifier ? Alors, il n'y a pas forcément de réponse, mais... Comment on fait c'est vrai que c'est très, très, très complexe parce que, de toute façon, c'est une crise d'offres. Donc, de toute façon, il faut absolument qu'on ait de l'offre. Il faut absolument que ça construise, qu'on rénove plus facilement, qu'on baisse les étiquettes énergétiques. On a aujourd'hui des propriétaires là, qui vont arrêter de louer là, dans quelques mois, de peur de se faire rattraper par la patrouille. Mais quelle patrouille ? De quoi on parle ? Donc, il va falloir qu'on... Ah oui, automatiquement... des propriétaires aujourd'hui qui ne vont pas pouvoir louer leur logement. À cause de 2025. À cause de 2025, ouais, bien sûr. Dans quelques mois. Ils préféreront le garder vide. Comme à Paris. Comme à Paris. Comme à Paris, ça arrive chez nous. Ouais. C'est presque 20% de logements vacants. Donc si on ne relâche pas un petit peu cette pression sur les gens, automatiquement, il va y avoir la montée des loyers, il va y avoir des logements qui vont pas être... garder vide plutôt que de faire les travaux et de louer. Ouais. Et quelquefois, on ne peut pas faire de travaux. Et oui, bah oui. Dans les environnements sauvegardés, on ne peut pas faire les travaux. On est bloqué. Ouais, pas de rénovation par l'extérieur. Les ADF, voilà, donc c'est la quadrature du cercle. Voilà, donc c'est super compliqué. Le gouvernement fait une petite marche en arrière, là, vous le savez, depuis quelques semaines, avec le recalcul des étiquettes dégradées, sur les DPE. Oui. Mais bon, voilà. Alors nous, on constate une chose assez intéressante, malgré tout, c'est que les investisseurs habituels, ceux qui ont déjà une expérience de l'investissement, eux, ça leur fait pas peur. Ils y vont, ils achètent contents. Oui, et avec une décote. Et avec une décote. Bah oui. Mais ils achètent et donc eux font bouger le marché. De marchands ou d'investissement. Non, mais vous avez raison. Sur de la réqualification, absolument. Et quand on en parlait tout à l'heure, la prime est à la liquidité. Bien sûr. Bah, quand vous avez de la liquidité, vous arrivez sur une transaction avec un bien qui est très dégradé sur le plan des 7 lettres énergétiques, et bien là, tout de suite, vous faites une opération à moins 25, moins 30, parfois, dans certains secteurs. Justement, sur la location, une petite analyse, est-ce que... Location ? Ouais. Vous avez ils seront meilleurs que moi. Ouais. Le peu de location que nous traitons au sein de l'agence, encore une fois de plus, ça va être du beau. Bah oui. Et donc, pas de difficulté à louer, en règle générale. Et puis pas de difficulté non plus à gérer les dossiers de solvabilité. Exactement. Et je serais tenté de dire que là où moi je ne fais pas bien mon travail, pour le coup en location, je parle, naturellement on récolte des locataires potentiels au quotidien, même si sur mon site c'est pas marqué que je fais de la location. Mais je ne prends pas le temps d'appeler les locataires. Donc je passe une annonce... bien ici, entre autres, et on le loue assez facilement. Donc, je ne sais pas comment vous vous comportez dans votre métier locatif, mais je ne vois pas comment ils peuvent traiter justement toute cette demande locative et de les rappeler au quotidien pour leur dire on pense bien à vous, mais on n'a pas. Voilà. S'il y en a qui le font, bravo. Expliquez-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. C'est ça. En fait, l'idée. Ouais, c'est pas très capitalisable. Un commentaire, Camille. Moi, j'ajouterais simplement que c'est aussi notre rôle d'agent immobilier quand on a justement des lots de gestion immobilière et qu'on fait de la DB, d'accompagner nos propriétaires bailleurs justement à améliorer leur habitat, à sortir leurs biens de la passoire énergétique. C'est un gros travail. Il y a des formations qui sont proposées aussi du coup par la FNAIM qui sont très intéressantes sur le sujet et qui vont permettre justement d'améliorer ce marché locatif et puis de retrouver plus de logements à location, disponibles à la location. En tout cas, ça fait le bonheur aujourd'hui de nos bailleurs de se dire que 99% du parc est loué et puis que les loyers ont augmenté, mais il en faut plus. Oui, pas de difficulté pour louer, quoi. Pour les bailleurs, en tout cas, on est sur un super marché. Et très très peu également, je rajouterais quelque chose, c'est un petit peu dans l'imaginaire actuel, il y a très peu de contentieux. C'est-à-dire que les loyers ont augmenté, les bailleurs sont ravis, tous les logements sont loués, et il y a très peu de contentieux. Enfin, on est sur des taux de contentieux qui sont de l'ordre de 0,3-0,4%. Donc il n'y a pas d'explosion de défaillance des loyers. On en avait très très peur avec l'augmentation des énergies, et finalement ça passe très très bien. Donc, alors c'est vrai que statistiquement, on décroche d'abord sur l'énergie, le loyer, et ensuite on arbitre sur la bouffe, on arbitre sur le budget alimentaire. Il y en a se loger ou manger, pour être très clair. On ne vit pas dans le même monde parfois, et moi j'ai cette chance
je ne sais pas si c'est une chance, mais de découvrir des territoires. Je peux vous dire que ce que je vois dans certaines villes, croyez-moi, voilà, vous êtes bien ici, hein. Vraiment, au sens propre. Daniel, si on devait faire passer un message justement, location, mais aussi avec la casquette FNAIM, ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent? Moi, je dirais que l'investissement locatif, c'est une valeur refuge. Et de loin. Que l'investissement long terme aujourd'hui est dans l'immobilier est un très bel outil pour combattre l'inflation. Hein, et aujourd'hui, j'invite ceux qui souhaitent investir à regarder l'immobilier. On a besoin de propriétaires bailleurs, on a besoin d'augmenter l'offre locative, de logements décents, conformes à la réglementation, rénovés énergétiquement. Mais en 20 ans, je ne connais pas de propriétaire qui ait perdu de l'argent dans l'immobilier. Alors moi, je peux vous donner un autre chiffre, c'est depuis les années 60. Depuis les années 60, c'est encore mieux. Quand on compare sur les 50 dernières années la valeur d'actifs immobilières comparée, tout actif confondu, aux valeurs immobilières, c'est sans appel. C'est le meilleur placement. Et moi, je vais vous communiquer un autre chiffre, c'est que sur les 5 dernières années en Indre-et-Loire, le prix de l'immobilier a augmenté de 35%. 35% en 5 ans. Et sans fiscalité, finalement. Parce que tant qu'on n'a pas revendu, on n'est pas imposé. Donc voilà. Donc ça reste un bon placement, l'immobilier. Et surtout en Touraine. Et surtout en Touraine. Et d'ailleurs, vous allez peut-être me revoir un peu plus souvent dans les prochaines semaines et prochains mois, peut-être, hein, n'est-ce pas, Camille? Alors, justement, il est temps maintenant de passer à une petite séquence sympathique. C'est un immobilier qui nous fait rêver. On se retrouve tout de suite, ça fait rêver. C'est le bien qu'on peut appeler le bien coup de cœur. À tout de suite. Bien ici, bien chez vous. Ça fait rêver. Parce que l'immobilier, ça fait rêver. C'est vrai. Exactement. Ça fait rêver. Qui n'a pas rêvé dans l'immobilier? Vous savez, une chose que j'adore quand je voyage, moi je voyage partout en France et j'ai la chance aussi de voyager à l'étranger. Je regarde, à chaque fois que je me base quelque part, je ne peux pas m'empêcher de regarder les boîtes aux lettres des immeubles. Bon. Ça soigne, ça, docteur? Non, mais est-ce que ça soigne? Moi, je regarde les vitrines des agences immobilières. J'adore les boîtes. Ou les jolies maisons. Je kiffe les boîtes aux lettres. Il est vraiment perché, le Père Lévy, quand même. Hein. J'adore les boîtes aux lettres. Je sais pas, je regarde les noms. J'aime regarder les noms sur les boîtes aux lettres. Ça vous arrive jamais, là, dans le public, de regarder les noms, de voir qui est là? Je sais pas, j'imagine. Non, mais j'imagine à chaque fois que je vois un nom sur une boîte aux lettres qu'il y a un homme, une femme, des enfants, une famille, une vie. Je sais pas. Et vous savez ce que je faisais à une époque, quand je roulais souvent tard le soir, je regardais les fenêtres dans les immeubles éclairés. Je me suis dit, il y a des gens qui mangent, qui échangent, etc. D'autres où c'est plus chaud, etc. Bon, voilà, c'est plutôt c'est intéressant. Alors justement, parce que ça fait rêver et parce que l'immobilier, c'est beau, quel est le bien coup de cœur, le bien magnifique que vous allez nous présenter, Camille? Alors, moi, je trouve que c'est une belle question. Quel est le bien qui fait rêver les Tourangeaux? Peut-être le château de Belmont. L'emplacement, il est génial. Le cadre est magnifique. Et puis, finalement, l'architecture est aussi très belle. À Tours, on a des très beaux bâtiments. On a l'hôtel Gouin, on a l'hôtel de ville. On a beaucoup de bâtiments qui font rêver. Mais le bien qui fait aujourd'hui rêver les Tourangeaux, je dirais qu'il y en a deux. Est-ce qu'il y en a un que vous avez, par exemple, en stock en ce moment dont on pourrait parler? Le stock, il y a le directeur de Tours qui est dans la salle et le stock, c'est lui qui le maîtrise bien mieux que moi. Et je suis sûre qu'il a plein de belles pépites du coup qui font rêver. Moi, je vais plutôt être sur la tendance de ce qu'on nous demande, de ce que demandent les Tourangeaux. Donc, on va avoir plutôt deux biens qui font rêver. Ça va être l'appartement, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, l'appartement qui est au dernier étage avec ascenseur, la terrasse qui surplombe la Loire, qui fait rêver et qui génère beaucoup d'appels et qui fait partie de nos nombreuses recherches acquéreurs. Ça c'est le premier et puis sinon bien sûr depuis toujours l'hôtel particulier Tourangeau, la maison bourgeoise qui peut être nichée dans certains secteurs du quartier soit des Halles, soit du quartier Cathédrale, quartier Colbert. On a tous vu des pépites un peu nichées dans les petites rues perpendiculaires de la rue de la Sellerie ou de la rue Colbert où on n'imagine pas ce qu'il y a derrière le mur. Bien sûr. Et des beaux jardins intimes, les belles hauteurs sous plafond. Comme à Paris, il y a certaines rues on n'imagine pas. Tu passes le porche et tu tombes sur un hôtel particulier. Exactement. Il y a un très joli... si un jour vous allez à Paris, vous allez rue d'Hauteville.
à l'hôtel de Bourrienne, qui est resté dans son jus, un hôtel napoléonien qui sert d'ailleurs de décor souvent à des films, qui restait vraiment dans son jus. Dès qu'on passe le porche, tu as les pavés, les moulures, enfin, c'est absolument incroyable. Et c'est ouvert au public. C'est magnifique. Il y a aussi un autre lieu qui est Boulevard Haussmann à Paris, si vous avez la possibilité d'y aller, c'est le musée Jacquemart-André, qui est un véritable morceau d'architecture, parce que il y a quand même quelque chose au-delà du fait qu'on sert nos clients, que vous servez vos clients au quotidien, c'est l'amour des belles pierres, c'est l'amour du bâti, l'amour des bons matériaux. Et je peux vous le dire, c'est un ancien compagnon d'Ivoire qui vous le dit. Je pense que ça a quand même du sens. D'ailleurs, au Halles, on a une des maisons les plus anciennes et des compagnons. D'ailleurs, la première société compagnonique des compagnons du devoir du travail, c'est né à Tours. Voilà, tout simplement. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Partagé. Cette émission, vous la récupérez en podcast sur les plateformes d'écoute qui vont bien, mais aussi sur l'application de Radio Imo. Vous pouvez la télécharger, elle est totalement gratuite. D'ici là, prenez soin de vous et vive la France, vive l'immobilier. Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.